Disons-nous les choses avec M. Bakary Sakho du 19e. Comment vas-tu, mon frère? Ça va, mon vieux, comment tu vas, toi? Ça va tranquillos. Alhamdoulilah. Donc on est là, on se voit tous les 1 an, quoi. Et tu es venu à Grigny, je me suis dit, quand j'ai vu le truc sur Facebook, j'ai fait frère. Non, faut se ramener quand même. Tu vois. Que le villageois sort de son village, là. Voilà, c'est ça. J'ai dit, on va venir à lui carrément. Donc aujourd'hui, là, tu as organisé cette projection débat sur les Black Panthers. Ouais. En parallèle, on sait qu'il y a le film Black Panther qui a carrément battu tous les records Marvel, qui a battu Avengers et tout ce qui va avec. Donc pour toi, c'est important de transmettre cette histoire des vrais Black Panthers pour le coup. Alors pour moi, les deux sont liés, hein, en vérité, tu vois. Le Marvel, il existe avant le Black Panthers Party. Et après, moi, j'étais un fan de comics quand j'étais plus jeune. Donc de voir le Black Panthers quand j'étais jeune, dans les années 90, on sait très bien, tu vois, c'est une belle référence parmi les Superman, les Batman et tout. Et au final, tu découvres un peu plus tard, le mouvement Black Panthers Party qui travaille de réalité sociale, d'inégalité, de racisme, de discrimination et d'assassinat sur la communauté noire qui est faible dans une Amérique blanche toute puissante. Et à notre époque, aujourd'hui, en 2018, il y a un beau film qui sort avec quelques anecdotes ou quelques points de référence sur la question africaine, sur le combat, dont une des thématiques de ce film, c'est l'opposition entre deux grands chefs qui se posent la question de est-ce qu'il faut sauver la communauté noire ou est-ce qu'il faut rester là parce qu'il faut éviter de mettre le monde à feu et à sang. Donc c'est une discussion qui est intéressante, mais on est obligé après, derrière, de faire en sorte que ce film, qui est une fiction, moi j'appelle ça un dessin animé, qui ne va pas venir annuler la véritable histoire et la véritable problématique qui concerne la communauté afro-caribéenne à travers le monde, tu vois. Ça reste un dessin animé, c'est magnifique, moi je trouve que c'est très bien et qu'il faudrait qu'il y ait plus de productions et de films qui tournent autour de ce type d'histoire, même si ça reste du divertissement. Mais après, derrière, je pense qu'il faut éviter de tomber dans les pièges voici, il y a un beau film, donc maintenant on vous a mis l'injection, on appelle ça cette anesthésie générale, donc on oublie tout le reste. C'est là que ça devient plus compliqué, c'est pour ça que j'ai voulu, pour la deuxième fois, rediffuser ce film. Et comme je suis un type plutôt très patient et plutôt tranquille, rediffuser ce film et poursuivre la discussion sur on est dans la fiction, c'est magnifique, on est très content. Maintenant, la réalité, comment est-ce qu'on fait pour la traiter de manière intelligente? Mais tu trouves pas que... Parce que voilà, tu fais voilà, le but de la projection, c'est de faire un parallèle entre ce film et l'histoire des Black Panthers qui étaient actifs lors de l'époque des droits civiques. Tu trouves pas que par rapport à l'engouement des Black Panthers, certains trouvent qu'il y a une espèce d'exagération, c'est-à-dire que voilà, on met sur un piédestal ce film comme si quelque part on avait honte de cette Afrique du village qui est la vraie Afrique. Et on met comment dire, sur un piédestal un film qui parle d'une Afrique mythique qui n'existe pas. Et c'est carrément vrai. Ça veut dire tu dis pas qu'il y a une espèce ça révèle une espèce de complexe. Ah putain mon vieux, c'est tranquille, comme ça fait du réel en vérité là. C'est extrêmement exagéré. Extrêmement exagéré. La vérité, quand j'ai croisé la jeune communauté afro-caribéenne, ça m'a fait plaisir d'un côté cette mobilisation. De l'autre, c'est trop exagéré. Quand je voyais des gens se serrer la main en faisant des trucs comme ça, un mec qui a jamais mis un boubou ou un bazin, il commence à en mettre un pour aller voir le film. Tu dis pas que ça révèle un certain complexe mais c'est un complexe. Et que même les Afro-Américains eux-mêmes, t'as vu, ça se met à porter du wax. Alors les Afro-Américains c'est différent. T'as vu aux États-Unis, la différence avec les Américains, c'est que pour le coup, quand t'as été aux États-Unis et que t'as rencontré des Noirs américains, ils sont très très loin, la vérité, de ce qui peut se passer sur le continent africain. Ils n'en savent rien. Tellement rien, un des trucs sur lesquels j'ai fini par travailler à un moment donné, après mon premier voyage aux États-Unis, c'est que j'ai dit la violence que subit la communauté noire, antillaise, brésilienne, américaine, celle qui est en Amérique latine. Elle est différente de la communauté noire européenne, parce que moi, mon nom de famille, c'est Sakho, Saro. Mon père en est un, mon grand-père en est un, mon arrière-grand-père en est un. Mais Denzel Washington, le Michael Jordan, le Spike Lee, mais tu vois, tous ces noms de famille, ce ne sont pas des noms de famille de leurs ancêtres, des membres de leur famille. Ce sont les noms de famille, psychologiquement, tu te rends compte, des gens qui ont violé leurs grands-parents ou simplement le nom de leur maître qui les ont achetés comme si c'était des simples objets. Donc quand eux
découvre ce film et commence à s'habiller avec la beauté et toutes les valeurs de la culture africaine, ça a du sens. Moi, l'exagération, elle est plus sur les Africains qui sont en France. Et t'as jamais porté de bazin, et là, du jour au lendemain, tu commences à faire le cacou dans les salles de cinéma. Là, il y a un truc qui ne va pas. Cependant, je reste quand même dans ma position qui est de dire que c'est un beau film, mais il ne faut pas en exagérer. Mais tu te dis pas que quelque part, tu vois, pour encore parler de ce film et du parallèle que tu fais avec ton débat, tu te dis pas quelque part ce film, certains pensent que c'est une espèce d'illusion, c'est-à-dire que quand j'ai une illusion, c'est-à-dire que le film est produit par Hollywood, les fonds ne sont pas reversés à la communauté noire. En fait, les gars n'ont vu qu'un segment de marché, ils se sont dit qu'à un moment donné, vas-y, là je crois que c'est l'époque où les Renois commencent à s'organiser et sont de fabuleux consommateurs. Complètement. Et après, derrière, moi je vais regarder un autre aspect j'ai fait la même analyse, mais je regarde un autre aspect. Je vois des jeunes réalisateurs qui se disent, tiens, on a la possibilité aujourd'hui, une petite opportunité, de commencer à écrire ce qu'on a envie d'écrire. Une petite opportunité. Alors effectivement, sur 100 œuvres qui vont être proposées, 99 passeront la trappe. Mais la seule et unique qui sortira après le Black Panthers, et celle après celle-là, et ainsi de suite, ça aura toujours du sens pour le moment. L'idée principale, c'est d'avoir au moins ce tempérament ou cette analyse qui permet de faire en sorte qu'on trouve le juste milieu dans cette histoire. C'est un beau film, avec uniquement des Noirs qui passent à la télévision. Les réactions sont intéressantes, les réactions qui viennent de la communauté afro-caribéenne ou des autres communautés, elles sont intéressantes à écouter et à étudier. Mais chez nous, il y a des extrêmes. Il y a ceux qui exagèrent par rapport à ce film, il y a ceux qui en font une référence, mais à la fin, c'est quoi l'action de tout ça? C'est pour ça que le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est « De la fiction à la réalité ». On a regardé un film, et comme l'a dit une des intervenantes, le Wakanda n'existe pas. Exactement. Alors que tu aurais très bien pu donner le nom d'un espace qui existe réellement. Pour le coup, une fois que nous avons cette analyse critique, alors comment est-ce qu'on fait pour produire une œuvre? Mais c'est pas compliqué en réalité. On est compte sur 1 million. D'ailleurs, je vais parler d'un truc très concret. Alors, je ne sais pas si je dois mentionner les noms, mais je crois que c'est Nofi ou Négus, un truc comme ça, qui lance un journal pour les enfants. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu la publication, elle disait on stagne à 5% depuis plus de 3 semaines. D'accord? Et il dit mais on est 1 200 000 dans la communauté réseaux sociaux. 1 200 000. Et on stagne depuis 3 semaines. Il suffirait que chacun mette 1 euro pour qu'on ait 1 200 000 euros et qu'on sorte, tu vois, finalement une vingtaine, une centaine de publications, journal pour les enfants. C'est que les gens sont trop dans l'émotion, trop dans le folklorique et pas assez dans le concret. Alors que le concret, la vérité, il est plus simple de faire du concret aujourd'hui que du folklorique. Parce que le concret, c'est quoi? C'est si tu avais mis 1 euro sur la plateforme de Négus, par exemple, de Noir et Fier, ça aurait fait 1 200 000 euros, ils auraient pu travailler derrière. Mais quand tu t'excites pour rien à aller acheter un bazin à 60 euros, tu as dépensé ton argent dans le vide. Tu comprends? Et pour rebondir sur ce que tu dis par rapport au bazin, le wax, on sait que beaucoup aujourd'hui par rapport au film Black Panther, on se met à porter du wax, les Afro-Américains, les Africains nés en France, or qu'on sait que le wax aussi vient de l'Hollande en vérité, tu vois. Exactement. Et ça aussi, c'est un problème qu'on a des commerciaux, on a des mecs qui travaillent sur la question économique, mais qu'on n'entend jamais. Et donc si jamais il y avait plus de jeunes de la communauté afro-caribéenne, sociologues, économistes, avocats, juristes, ceux qui ont fait des études de commerce internationaux, au lieu de donner toute votre force à des entreprises qui ne sont pas les vôtres, venez nous conseiller de temps en temps sur la manière de consommer, sur la manière de dépenser les sous, sur une économie où l'argent va tourner un petit peu dans la communauté avant de ressortir, sans que ça fasse du communautarisme bête et stérile, tu vois. Mais au moins, de se dire, bon, nous on a un problème d'être touché par le chômage, on a un problème de discrimination à l'emploi, à l'embauche, discrimination au logement, d'accès à la propriété, alors il faut que les économies se bougent. C'est pas un militant comme moi, avec un BEP cuisine qui va... Mais l'économiste va venir nous donner des conseils, celui qui a fait des études de commerce international, celui qui a fait des études de juriste sur comment faire du business entre... C'est à eux de se déplacer, de sortir des rapports, des guides, et nous on s'appuie dessus et on monte nos affaires. Mais c'est pas le militant de base qui travaille. Tu vois, donc chacun doit jouer son rôle. Donc ce message, pour le coup, il a à nos jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui ont fait des très bonnes études, qui se sont battus pour réussir dans l'école de la République, tu vois, parce que pour le coup, il n'y avait pas de discrimination, là, c'était dans le sens de leur diplôme, je sais pas moi, un doctorat en économie, c'est le même que celui d'un blanc.
Pour le coup, les gars, revenez nous voir et donnez-nous des conseils. Et ce temps-là que vous allez donner, c'est pas de l'argent, mais ce temps-là, il peut se matérialiser de manière très concrète en une économie florissante. Et vous serez à l'origine de ça. Tout à l'heure en off, on parlait de différents thèmes, dont notamment celui des grands quartiers, qu'il n'y en avait plus vraiment dans les quartiers aujourd'hui, et que peut-être que notre génération, nous qui avons 37 ans aujourd'hui, nous n'avons pas peut-être assez transmis, et que malheureusement dans certains quartiers, il n'y aura pas forcément de relève. Et moi je sais que souvent, j'ai des discussions avec des gars qui ont la trentaine, et on se dit que, toi comme les mamans elles font là, les tontines là, on se dit, à un moment donné, pour s'organiser réellement, pour créer une espèce d'économie. Tu ne dis pas qu'il faudrait faire des espèces de tontines entre gars de quartier, entre filles de quartier, Bien sûr, comme le créer des grosses économies comme ils font les communautés même. Bah regarde, mais même comme le disait Tupac dans les années 90, Tupac il a dit une chose suivante. Il a juré, et la vidéo est peut-être encore disponible aujourd'hui. Et il dit sur la tête de ma mère, il dit sur la vie de ma mère, si je suis encore vivant dans 4 ans, on aura un mouvement politique. Parce que nous, on représente des millions de gens, on vend des millions d'albums, donc ça veut dire qu'on a un capital de plusieurs millions de dollars. Il dit donc on va monter un parti politique pour défendre nos propres droits. Il dit nous les plus opprimés, nous avons travaillé la terre, mais c'est pas nous qui récoltons les fruits de cette terre. Donc noirs et mexicains, on va se rassembler, on va monter une économie. Et on va monter un parti politique principalement. Et donc pour répondre à ta question, il rajoute quoi? Dans une autre interview, je vais même aller chercher les trafiquants de drogue des différents quartiers pour qu'ils investissent de l'argent pour qu'on puisse le mettre dans les écoles, dans des universités, pour que la jeunesse commence à s'éduquer. Oui, il faut les tantines. Oui, il faut mettre 1 euro par jour, 1 euro par mois, 5 euros pour ceux qui ont les moyens, 10, 15, 20 euros. Il faut sortir à un moment donné d'une épargne individuelle ou d'une épargne familiale pour avoir une épargne qui est plus communautaire. Communautaire, c'est dans un même quartier. Quand à un moment donné tu décides que tu veux mettre la pression à tel entrepreneur ou à tel bailleur, attends, qu'est-ce que ça va nous coûter par locataire de rajouter 5 euros de plus sur notre loyer, qui va aller dans un fonds d'investissement pour qu'on commence à ouvrir des salles, ne serait-ce que, je vais donner un truc sur l'amusement, ne serait-ce que d'ouvrir des salles de fête dans nos quartiers, qui serviront à quoi? Faire nos baptêmes, faire nos veillées quand il y a un décès, faire les anniversaires de nos enfants, nous réunir pour faire des réunions de travail, faire ces tantines-là avec 200 personnes, ne serait-ce que ça. Ça s'appellerait un fonds d'investissement et chaque locataire dans un quartier mettrait 5 euros. Et ce local, il serait à tout le monde. Tout le monde pourrait l'utiliser. Que tu sois un Chinois, un Juif, un Blanc, un Noir, un Musulman, un Chrétien, ben cette salle de 300, 400 places, on l'a investie ensemble. Qui va ouvrir sa bouche? Qui peut nous empêcher d'acheter des locaux dans notre propre quartier? Personne. Donc oui, les tantines, c'est un très bon système. Ça permet d'avoir un fonds de roulement sans intérêt, sans passer par les banques. Et derrière, tu t'auto-organises. Donc c'est une question de patience. C'est de prendre, ne pas croire que nous, on va réinventer quelque chose dans ce monde. Les anciens ont fait un certain travail, même s'ils ne nous ont pas transmis, donc les grands, nous, on peut quand même aller chercher l'information. Mais encore faut-il faire l'effort. Vous savez, des fois, si on te dit, c'est très simple, hein, ce qu'on appelle la chasse au trésor, c'est que tu ne sais pas où est le trésor, mais tu vas te battre pour trouver l'endroit où il est précisément. Bon, c'est la même chose aujourd'hui. Il y a la possibilité aujourd'hui, de manière très concrète, d'aller trouver des ressources intellectuelles, ressources de savoir, ressources économiques. Bon, il faut aller les chercher, il faut que les gens prennent le temps de le faire et de se dire tout simplement, même si je ne vois pas le fruit là maintenant, mais je le verrai à travers la jeunesse, celle qui va me suivre. Il ne faut pas être égoïste, c'est juste ça le truc. Il ne faut pas être égoïste et la solidarité, elle passe par ça. Elle passe par le fait de se dire, moi, je subviens à mes propres besoins, bon ça va, sans exagérer, le reste je vais essayer de le partager, et même si je ne suis plus de ce monde, mais mon nom restera. Même si toi tu n'es plus là physiquement, ton nom reste. Des gens ont eu des rêves pour leur nation. Je sais pas moi, on est des Français, on vit en France, le général de Gaulle, qui dit non à Eisenhower, qui fait rapatrier leurs Français, qui dit non à ceci, qui dit non à cela, et qui crée avec Elf Aquitaine pour les nouvelles énergies, donc à travers le pétrole, l'essence. Mon frère, finalement lui il est mort. Mais il n'a pas laissé d'héritage des milliards de francs derrière lui. Mais il a laissé cette France. Il a laissé une France construite. Il a laissé une France-Afrique. Un héritage avec la France-Afrique. Donc, pour le coup, lui, il avait des ambitions, je sais pas moi, à 60 ans. Il avait des grandes ambitions alors qu'il a vécu que quelques années après. Mais il a quand même pensé la France dans 50 ans. La France dans un siècle. Moi, il faut penser nos quartiers, au moins nos quartiers, dans 10 ans. Regarde. On s'est rencontrés, à Parlons Vrai, c'était en 2015, il me semble. C'est ça. Organisé par Blood Job Training, Kizo, Zonzon 91. Je me souviens à l'époque, sur la table, il y avait du monde. On s'est dit des choses. Finalement, chacun a un peu poursuivi sa vie. Là, récemment, c'est revu encore sur Grigny par rapport à ce qui s'est passé avec les 2 frères qui sont décédés, tout ça. Il n'y a pas si longtemps, nous, on a interviewé Moussa de Baraka City. Et concrètement, on lui a dit, mais Moussa, est-ce que maintenant, au jour d'aujourd'hui,
Enfin, aujourd'hui en tout cas. Est-ce que maintenant, avec des gens comme Sadia Diawara, Kizo, Abdé, Bakary Sako, et j'en passe, plein d'autres grands quartiers, il ne serait pas judicieux de créer une espèce de conseil de quartier qui irait dans différents quartiers faire des actions concrètes et notamment faire ce qu'on appelle les tontines comme on parle depuis tout à l'heure. Toi, tu penses qu'il faudrait qu'on active ça aujourd'hui? Lancez-le et je suis avec vous. Tu me connais, je suis t'as vu, j'aime bien me considérer comme un villageois. Et de là où je suis, lancez-le, je ferai mon travail sur mon secteur. Lancez-le. Lancez-le, c'est-à-dire chacun prend sa responsabilité, lancez une initiative et nous on soutient tout de suite, c'est-à-dire immédiatement. Moi j'appelle ça, donc vous avez appelé ça un genre de collectif. Ouais, moi j'appelle ça un syndicat ici. Je dis il faut qu'on monte un syndicat des quartiers. Syndicat des quartiers, ça veut dire quoi? C'est défendre les intérêts de notre vie, de notre droit à nous épanouir dans nos quartiers. Je n'ai pas envie de vivre dans le 16e. Pas parce que j'ai un problème avec les gens du 16e, j'ai envie de vivre ici. Je suis né dans le 19e, j'ai grandi dans le 19e, je me suis marié ici, mes enfants sont nés ici et mes enfants sont scolarisés ici. C'est pour ça que je dis que je suis un villageois dans son village. Et donc si on monte un syndicat qui défend nos propres intérêts dans nos quartiers et qu'il faut juste investir, pour ma part, 10 € par mois pendant 5 ans, eh ben, je vous donne mon RIB dès demain. C'est pas un problème. Parce que tu vois, comme on a dit, on va finir notre entretien parce qu'il faut que tu rentres chez toi aussi avec tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais. Voilà, tu connais on connaît nos madames, là, elles sont dures. Voilà, on connaît l'histoire. Tu vois. Mais en tout cas, voilà, comme on disait tout à l'heure, l'état des quartiers en France aujourd'hui, il est assez déplorable. Il n'y a plus de grands quartiers et ce que des petites saisons appellent des grands, tu vois, c'est des mecs qui ont 20 ans maintenant. 20 ans, je ne les rabaisse pas, tu vois, mais je dis qu'à un moment donné, quand tu as 20 ans, nous, on a dit des choses à 20 ans et qu'aujourd'hui, on a 37 ans, on sait qu'on n'a pas assez vécu, tu vois. À l'époque où on disait les choses, exactement. Ces choses-là, quand on avait 20 ans, on n'avait pas assez vécu, tu vois. Exactement. Et l'État est assez... Et ben c'est pour ça que tu vois, chez les plus jeunes aujourd'hui, alors quelqu'un a parlé dans les intervenants qu'ils n'ont plus d'espoir. Bon, je pense que si jamais les petits n'ont plus d'espoir, il faut que nous, on soit concernés par cet état d'esprit. Si nous, on n'en avait pas hier, comment ça se fait qu'on n'a pas créé de rêve aujourd'hui? Et à partir du moment où tu mets du rêve dans la tête de ton jeune, ta deuxième étape, c'est de construire le plan. Parce qu'un enfant, ça a des rêves, il fera ce qu'il a à faire à son stade d'enfant-ado, mais derrière, si tu construis un plan, c'est-à-dire que tu l'accompagnes dans sa construction, mais ça changera l'état d'esprit de nos quartiers. 2 atouts, c'est la patience, la deuxième, la détermination et la foi dans ce que nous faisons. Après le reste, ça roule tout seul. Pour finir, mon ami, qu'en est-il de ton action que tu as menée par rapport à, justement, toi dans ton secteur, tous les jeunes là qui sont décédés par rapport aux guerres interquartiers? Qu'en est-il aujourd'hui de ton appel que tu as fait? Moi, là, une implication surnaturelle de la part des parents. Tu vois, vraiment, je dis surnaturelle, ça veut dire que personne n'y croyait au début. Les mamans se sont mobilisées, elles ont fait leur marche. Ça a apaisé les cœurs des gens. De l'autre côté, politiquement, on a enfin réussi à faire bouger les choses. Ça veut dire que même si je ne veux même pas qu'on tire la couverture vers nous, mais au final, ça a permis à la ville, à la mairie en tout cas, qui n'avait pas bougé avant sur cette question, de manière concrète, à la faire bouger. La police est sur des grosses enquêtes, il y a eu des arrestations. Donc ça, c'est important. C'est important. Et là où ma satisfaction, elle est, c'est que des parents qui ne savaient pas ce qui se passait dans la rue, parce que leurs enfants vont à l'école et après ils vont au foot. Mais ils découvrent que l'enfant, quand il ne va pas à l'école jusqu'à 17h30 parce qu'il a fini les cours à 14h30, bah, il est dans la rue. Tu as des parents qui surveillent vraiment leur garçon. Mais quand il dit je vais au foot, en fait il ne va pas au foot. Mais ça, tu ne peux pas le maîtriser en tant que parent. Tu ne peux pas gérer ce truc-là. Tu es une maman, tu as un gamin de 15-16 ans, il te dit je vais au foot, tu lui fais confiance. Jusqu'au jour où il y a ce drame. Et pour le coup, ils se sont mobilisés et ils ont été hyper attentifs. Les mamans sont toujours très attentives, mais là, elles se sont impliquées directement et physiquement. Et derrière, là aussi, la seconde satisfaction, c'est les pères. Alors, des pères qui sortaient jamais. J'allais t'en parler en plus. Tu vois, des pères qui ne sortaient jamais. Tu vois, les patriarches, ils sont à la maison, ils sortent du boulot, ils ont mal aux genoux. Donc, ils ne veulent pas savoir ce qui se passe dehors. Là, ils se sont mobilisés. Et ceux qui ne sont pas venus physiquement, en tout cas, moi, je le sais parce que je me suis déplacé, il y a eu des discussions. Ils m'ont appelé, je me suis déplacé chez eux, on s'est assis et des discussions se sont mises en place. Maintenant, ça reste des darons. Donc des gens qui ont un certain âge, ils n'ont pas le temps de sortir tous les jours. Problèmes physiques, de temps, de santé. Cependant, ils attendent de nous, de notre génération, ceux qui ont moins de 40 ans, tu vois, qui sommes les premiers enfants de ces parents issus de l'immigration, un plan concret.
En gros, ils nous disent, dites-nous ce qu'il y a à faire et nous, on vous accompagnera aujourd'hui. On vous soutiendra. Même si c'est une invocation, parce que nous sommes des gens de foi, nous croyons en Dieu, même si c'est à travers une invocation en premier lieu, ce que nous pouvons faire physiquement, nous le ferons. Mais dites-nous ce qu'on va faire. C'est une chose inédite, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a pas de quartier qui se mobilise. Moi-même, j'habite sur Massy aujourd'hui, je suis plus sur Grigny, et sur Massy, je travaille avec une association de papas, de quartier qui carrément vont dans le quartier voir les petits et parler avec eux, vas-y, tu sais, les appâtés vite fait avec, vas-y, on boit un petit truc et venez, on parle. Exactement. Parce et je vois dans le 19e, lorsque vous êtes venu aussi sur Grigny, là, à notre débat, pareil, je vois les papas impliqués. Exactement. Ils vont à la mosquée, reviennent et se disent à un moment donné, on va s'impliquer. Donc, et c'est la patience. Et dernière, voilà, ça va être ma dernière question, mais selon toi, il faut vraiment s'appuyer sur ces papas qui aujourd'hui ont pris conscience que, vas-y, il faut qu'on s'en mêle de tout ça. Mais alors, moi je pense qu'il faut les impliquer, mais après il faut aller au-delà de la question juste des violences, même si c'est un sujet très important, c'est de récupérer leurs connaissances et s'appuyer sur un truc que dit notre cher Amadou Hampâté-Bâ. Il dit mais un vieillard, dans le sens africain du vieillard qui n'est pas péjoratif, qui meurt, c'est quoi qui brûle? C'est toute une connaissance, c'est une histoire, c'est un patrimoine, ce sont des valeurs. Donc oui, il faut les impliquer, dépasser la condition et la question de violence entre deux gamins qui parlent la même langue et qui sont de la même religion, voire même qui ont des liens de parenté. Des fois c'est encore pire, il y a des liens de parenté, pour impliquer ces parents-là, pour qu'il y ait cette transmission. La transmission du relais. Et par des livres aussi. Et des livres, des documentaires, ne serait-ce que ce que tu es en train de faire là aujourd'hui, de les filmer. Tu ne sais pas ce que ça va devenir dans 5 ans. C'est un trésor, ou dans 20 ans. Peut-être que toutes ces archives, dans 30 ans, ça racontera l'histoire d'une génération qui est passée, ou même dans 50 ans, une génération qui est passée et qui a vécu telle et telle chose. Ça sera une étude sociologique pour les générations à venir, pour le coup. Parce qu'une des choses que vous nous reprochez, une nouvelle génération de jeunes noirs, tu vois, dans un siècle, c'est mais qu'est-ce qu'ils faisaient à leur époque, eux? C'était qu'est-ce qu'ils faisaient quoi? Que manger et danser et faire des enfants? C'était quoi leur implication? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont rien écrit, eux. Ils ont rien enregistré. Tout le monde parle d'eux, mais eux, qu'est-ce qu'ils disent d'eux-mêmes? On voit des archives sur INA, délinquance, urgence policière. Donc on les voit, ils seront arrêtés, ils vont en prison. Mais qu'est-ce qu'ils ont raconté d'eux-mêmes? Où sont les livres qui ont été écrits par eux-mêmes? Leurs documentaires, leurs émissions de radio. Il faut que dans un siècle, les mecs puissent s'appuyer sur quelque chose. Pas sur ce qu'on a dit de nous, mais sur ce que nous disons de nous-mêmes. Et ça, c'est super important. Donc, qu'est-ce que nous avons à raconter, ou qu'est-ce que nos parents ont à raconter, qu'on va archiver et qu'on va cacher? C'est un trésor, plus important que l'argent. Et après, les générations qui vont arriver derrière, automatiquement, ils marcheront sur nos pas. Automatiquement. C'est logique, c'est obligatoire. Il ne peut pas y avoir autre chose. Sur ces mots d'un homme déterminé, parce que en tout cas, je tiens à finir sur ça, parce qu'avec Kizo, quand on t'a vu à Parlons Vrai à l'époque, on a dit ce gars-là est déterminé. C'est la première fois qu'on t'a vu, on a dit ah. Et lorsque tu es venu à Grigny récemment aussi, quand tu traduisais les paroles soninké de la maman là, et que même tu as pris la parole, on a fait ce gars-là est déterminé, tu vois. Donc tu as moins déterminé que vous, mais je marche sur les pas de mes frérots. Joe, t'es même plus grand que moi, ça se trouve mon âge, tu vois. On a 37, mais ça se trouve t'as tes mois de plus que moi, tu vois. C'est pour ça que t'es comme ça. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, mon frère, je te remercie. Non, merci à toi, frérot. Et on se voit très bientôt et on fera un entretien très bientôt. On décortiquera un petit peu plus, notamment par rapport à ton livre que tu as sorti il y a quelques temps. Sans faute. Et on va faire ça. Sans faute. Merci, frérot. Merci à toi.